retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie. C'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Sa Majesté Marius Patrick Ondondon, docteur Aristide Mono, Saint-Éloi Bidou et Serge Mebikoy. Voilà, j'ai failli dire docteur. Serge Mebikoy. Commercialisation des produits, de certains produits cosmétiques, le ministre, on va dire comme ça, dans notre jargon, a sifflé la fin de la récréation, alors qu'il y a une vive polémique sur produits surtout éclaircissants. Oui, il y a toujours une vive polémique sur les produits éclaircissants, de manière globale sur les produits cosmétiques, diététiques et des compléments alimentaires. En fait, lorsque l'on jette un regard de façon approfondie sur les décisions du ministre qui visent davantage à sommer les promoteurs de ces différents circuits commerciaux de vente des produits cosmétiques, on a l'impression que Manao Malachi veut attraper le serpent par la queue, alors qu'il faut justement saisir le serpent par la tête. En fait, il n'a pas saisi le taureau par les cornes, parce qu'en réalité, si l'on veut aujourd'hui combattre systématiquement contre les produits cosmétiques non homologués, il faut décider de suspendre l'importation de ces produits-là. Parce que c'est à travers l'importation de ces produits que l'on assiste à l'invasion massive depuis des années de ces différents produits, que ce soit les laits de toilette, les lotions, les savons, les crèmes, les mèches, entre autres. Or, en réalité, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le problème demeure depuis des années. Mais maintenant, on s'attaque à une dizaine de promoteurs de ces produits, alors qu'en réalité, c'est un vaste réseau de commercialisation, de circulation de ces différents produits-là. Donc, le problème de fond, c'est de suspendre l'importation de ces produits. Or, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas aujourd'hui, logiquement et contextuellement, suspendre l'importation parce qu'en réalité, nous vivons aujourd'hui le libéralisme économique qui est enraciné, aussi bien en amont qu'en aval. Et alors là, vous savez bien que dans cette importation-là, il y a un vaste business entretenu par des personnalités de la République. Vous allez vous rendre compte que chacun tire des dividendes ou bien des prébendes de ces importations-là, que ce soit au niveau des personnalités de la République, au niveau des acteurs ministériels, que ce soit même au niveau des entrepreneurs économiques. Et alors là, lorsque vous voyez dans cette diagonale des acteurs ministériels, des entrepreneurs économiques, il est dit aujourd'hui de suspendre des importations, c'est d'autant plus qu'il y a des enjeux essentiellement mercantilistes et matérialistes à ce niveau-là. Deuxièmement, il faut également noter que on a l'impression qu'aujourd'hui, l'on ne veut pas attaquer le mal à la racine parce qu'en réalité, on se rend compte que ces produits-là sont utilisés par un ensemble de personnalités. Parce que, n'oubliez pas, il y a un phénomène qui est aujourd'hui à savoir l'hypocrisie sociale. C'est vrai qu'on a la tendance à criminaliser tel ou bien tel autre, mais en réalité, en arrière-plan, vous verrez qu'il y a un ensemble d'acteurs qui utilisent cela. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire en réalité, c'est de pouvoir opter pour une approche globale et transversale. À savoir que lorsqu'il y a un tel problème, il ne faudrait pas que ce soit seulement l'affaire du ministre de la Santé publique. On a le ministre du Commerce qui s'occupe par exemple des circuits commerciaux. On a le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation qui doit se focaliser sur l'authentification de ces produits, sur la crédibilité de ces produits, parce qu'aujourd'hui, le problème de fond se pose sur l'authentification de ces produits. Est-ce que les différents laits de toilette, les lotions, les savons ou bien les crèmes sont des produits marqués du sceau d'une certaine crédibilité, d'une certaine authentification, de manière à ne pas créer justement ces risques et périls sur le plan sanitaire? Parce qu'aujourd'hui, des gens craignent de subir un ensemble d'effets pervers de ces produits. Vous avez vu le débat qu'il y a eu ces derniers temps par rapport à la consommation, par rapport à l'usage de ces produits, à savoir des risques en matière de santé publique, des risques en matière de contraction, de cancer de la peau, de l'organisme, entre autres. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui des boissons embellissantes ou bien des produits éclaircissants, il y a un énorme travail en termes d'exposition des conséquences en termes de santé. Donc, lorsqu'il y a cela, il y a également aujourd'hui un problème qu'il ne faut pas l'oublier, à savoir le problème de l'aliénation culturelle. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en réalité, c'est le complexe de la mythification de l'être blanc. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui ces femmes africaines, ou bien ces femmes camerounaises qui veulent définir des femmes blanches, c'est parce qu'en réalité, on entretient de façon permanente le complexe de la mythification et de la mystification du blanc. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus rester éternellement des
des êtres noirs, mais on veut davantage avoir la peau noire, masque blanc, comme le disait François. Donc, et là, on est là dans la dynamique de l'aliénation, de la désocialisation culturelle qui existe. Parce qu'en réalité, on ne veut plus être éternellement des êtres à la peau noire, mais on veut plutôt ressembler l'être blanc. Voilà, docteur Mono, le ministre intervient alors qu'il y a une polémique qui court. Hein. Il fallait attendre cette polémique pour assainir, on va le dire, le milieu. Et c'est ce qui questionne d'ailleurs la bonne foi de la démarche du ministre. Lorsqu'on sait que ce phénomène est dénoncé au Cameroun depuis plusieurs années, on se rend compte qu'il a fallu que France 24, une chaîne étrangère, vienne nous rappeler un bon nombre de situations pour que le ministre se mette en branle. C'est pourquoi on se pose la question de savoir si effectivement il ira jusqu'au bout ou il répond tout simplement à une tentative de diabolisation de sa fonction, parce qu'on sait que en dehors des autres ministères qui gravitent autour des activités pareilles, telles que le ministre du Commerce, il y a que le ministre de la Santé doit, ma foi, donner des explications, fournir des explications à l'opinion. Pourquoi un reportage qui fait état de quelque chose qui se passe sous ses yeux et que jusque-là il n'arrive pas à répondre? Est-ce que c'est une manière pour lui de faire un mea culpa en sacrifiant un opérateur, une opératrice? Question de se polir l'image et apparaître comme celui-là qui, ma foi, est contre cette activité. Pourtant, dans le fond, on sait bel et bien qu'il a eu à cautionner cela. Et les produits cosmétiques querellés ne sont pas les seuls produits à problème au Cameroun. Il y a des produits assez difficiles pour l'organisme humain. On a par exemple la cigarette qui peut nuire gravement à la santé. Il y en a les sachets, les whisky en sachet, oui, les fighters qui continuent d'être il y a souvent la mention, ne pas consommer avec modération. Pourquoi ne pas mettre simplement aussi cette mention sur les produits cosmétiques? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il agit alors qu'on a des produits un peu plus graves, oui, un peu plus difficiles pour la santé, des Camerounais qui restent en circulation? Mais pour entrer dans le fond, il me semble que Serge Mébikoy a tout dit. Pour ce qui est du complexe de la peau noire, pourquoi est-ce qu'on en veut à notre peau noire? Pourquoi est-ce que la société a érigé la peau brune en référence donc sur le marché de la séduction féminine? La peau blanche est de plus en plus cotée. Qui cote la peau blanche? Forcément les hommes, parce qu'ils sont là justement tapis dans l'ombre, comme les autres disent, à l'intérieur du sérail. Les hommes sont tapis dans l'ombre en train d'étiqueter, de diaboliser la femme. Pourtant, ce sont eux qui sont des consommateurs, des premiers consommateurs de ces changements brusques des teints, de ces changements brusques des peaux. Serge Mébikoy a dit tout à l'heure que des grands consommateurs pourraient comme ça se recruter dans les sphères un peu plus élevées de notre société, les consommateurs des femmes brunes ou des filles brunes. Nous ne les stigmatisons pas, nous disons tout simplement qu'on ne va pas quand même aussi sacrifier ce qui fait notre identité parce qu'on veut assouvir les appétits d'une société, une société macho qui, ma foi, impose comme ça des référents pas du tout agréables aux femmes qui sont obligées de se lancer dans ces histoires. Ils pensent que la belle femme, c'est forcément celle-là qui est brune. J'ai toujours eu à critiquer, par exemple, les référentiels occidentaux qui sont généralement imposés dans le choix des Miss en Afrique. Oui. Miss Cameroun, Miss ceci, Miss cela en Afrique. Quelle est la bonne femme? Quelle est la belle femme en Afrique? En général, je ne stigmatise pas les femmes qui ne sont pas assez rondes. Mais on sait qu'au Cameroun, dans une société africaine, lorsqu'une femme est un peu volumineuse, ça attire l'attention. On regarde le visage après. Le plus important, ce sont des rondeurs, ce sont des obstacles, ce sont tout ce que vous connaissez en termes d'opulence de la femme, l'opulence physique de la femme. Et curieusement, chez nous, on vous fait comprendre que ce sont celles qui portent les sous-vêtements avec les ceintures qui sont en fait les femmes les plus capées, cotées sur le marché de la beauté. Ce sont
des femmes qui sont assez slimées, plus que les cul-dents qui sont les plus cotées. Donc je pense qu'il y a un problème de référentiel, de choix des référentiels qui se posent au Cameroun, qui est belle femme, qui est jolie femme, qui est la femme la plus agréable. Okay. Et du coup, on se retrouve donc avec cette économie qui est de plus en plus juteuse, qui fait des emplois probablement, qui fait également des devises, mais au fond, il y a le problème fondamental de la protection ou alors de la promotion de l'identité noire, parce que c'est l'identité noire qui est en question dans cette histoire de produits éclaircissants. Saint-Éloi Bidou, il a dit économie juteuse, mais est-ce que vous comprenez le sens du coup de pied dans la fourmilière du ministre Manaouda? Vous savez, le Camerounais le plus riche, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les produits pharmaceutiques, les produits, comment on les appelle là? Cosmétiques. Le Camerounais le plus riche. Et il n'est pas impossible que l'honorable ait pu s'inspirer de lui pour se faire fortune. Mais je considère toujours que la dépigmentation de la peau au Cameroun aujourd'hui est un problème de santé publique. Parce que quand vous voyez les femmes 10 ans après, comment elles ont dépéri, ça fait mal. Et parfois, ça s'accompagne des cancers de la peau et autres. Donc, je suis tenté de penser que le ministre de la Santé publique est dans son rôle en tirant la sonnette parce que l'importation de tous ces produits, les combinaisons chimiques telles que j'ai écouté à la télévision, les produits de l'honorable, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance sur le plan de la composition de toutes ces corticoïdes pour arriver à être brune? Bon, je me rends compte qu'elle est le meilleur mannequin de ses propres produits et que ça peut plaire à d'autres femmes. Mais le ministre est dans son rôle, c'est un problème de santé publique. Mais pour ce qui est de la couleur noire, vous voyez, nos sœurs veulent être des blanches à la peau noire. Des blanches à la peau noire. Et je me dis que il y a une expression consacrée en Ewondo. Quand une femme noire boit des bennes, ou une belle négresse, il y a une expression consacrée pour la peau. On appelle ça, je peux le dire en Ewondo. On appelle ça Ekobulugu. C'est-à-dire le teint qui intime du respect. Quand tu trouves une femme noire, beauté africaine, c'est un teint qui intime du respect. Donc, nos sœurs gagneraient à garder ce teint-là qui séduit peut-être en dehors de moi d'autres personnes. Voilà, Sa Majesté Ondondon, le problème reste. Pourquoi c'est seulement en ce moment-ci que la sonnette d'alarme est tirée? Oui, on a laissé faire depuis... il a fallu qu'il y ait ce scandale. Deux choses, peut-être trois choses. Oui. S'il n'y a pas une quatrième, choses peuvent être dites à ce niveau. La première chose, c'est que dans la note du ministre Manaouda, il y a deux interdictions qui sous-tendent, qui relèvent de cette note. Il y a d'abord la première note qui a tendance, n'est-ce pas, à interdire la commercialisation, parce que les procédures, sans doute, n'ont pas été respectées. Ouais. La deuxième chose interdit également la fabrication ou le mélange, n'est-ce pas, d'un produit qui peut être cancérigène parce que lorsqu'on évoque c'est le glutathium qu'il a dedans, oui, le glutathium et le collagène qui ont des substances cancérigènes. Donc ça, c'est d'abord la première chose, la première interdiction. Donc je crois que le ministre est dans son droit, n'est-ce pas, d'interdire ce genre de choses. La deuxième chose qu'il faut relever, c'est qu'en tant que député de la nation, leur règlement intérieur, l'article 162 et 163, n'est-ce pas, interdit, n'est-ce pas, d'associer son nom à ce genre, n'est-ce pas, de produits, de commercialisation à ciel ouvert, jusqu'à ce que les Blancs, excusez-moi, n'est-ce pas, de ce néologisme, jusqu'à ce que tout l'Occident, n'est-ce pas, soit au courant, parce que c'est France 24 qui a révélé ça. La troisième chose, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Aristide et d'abord Bikoy.
en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'aliénation culturelle. C'est une aberration que nous trouvons des Noirs qui puissent ériger en modèle universel la peau blanche. Pourquoi vous faites le procès aux dames? C'est pas les hommes qui aiment cette couleur-là? Non, même si c'est Ce n'est pas la demande des hommes? Même si c'est à la demande des hommes, je crois que les hommes, n'est-ce pas, ils ratent beaucoup de choses. Donc effectivement, ils n'ont pas raison de croire que, on n'a pas raison, n'est-ce pas, de combattre sa propre nature, sa propre race. Ça, c'est combattre notre race. C'est chercher, n'est-ce pas, à ce que tous les Noirs, parce que c'est les hommes qui utilisent ça également, hein. Il n'y a pas que les femmes, hein. Ah ouais. Les hommes, il y a des hommes qui utilisent ça. Ouais. Et on ne peut pas continuer ça, c'est On suit votre désaliénation culturelle. Il faut, On a suivi votre regard. Oui. C'est ça, vous suivez mon regard. Oui, c'est ça. Il faut effectivement empêcher à la société. Tu posais la question à Serge Aimé. Oui. Allez-y. Non, vous êtes brun de nature, donc je crois que vous n'utilisez pas ça. Mais je crois qu'il faut condamner systématiquement. Je suis différent de votre ministre qui était en fuite. Lequel? Non. Et vous faisiez allusion à des hommes qui... Donc Non, il faut condamner systématiquement, Qui hommes et femmes qui on peut utiliser ce produit beaucoup plus pour la propriété, Ouais, pas pour se transformer, n'est-ce pas, pour l'anéantisation de la race noire. Merci. Et la quatrième chose, je finirai par là, Oui. Aïsmouna a parlé d'économie juteuse. Je dirais non, économie extravertie, parce qu'en réalité, ce sont nos devises qui partent lorsque tous ces produits cosmétiques sont importés et mis à la disposition, n'est-ce pas, à notre disposition. C'est beaucoup plus nous qui dépensons. Donc, ça extravertit notre économie. C'est autant de choses qui font en sorte que... On ne dit pas que les femmes ne doivent pas se faire belles. Les femmes doivent se faire belles, mais il y a des produits locaux. Il y a des produits locaux et on n'est pas obligé, n'est-ce pas, de faire autant de consommation parce qu'il y a un reportage, un documentaire qui est passé. On dit que les Africains ou les Camerounais dépensent 36 milliards d'argent pour les produits cosmétiques. En produits cosmétiques, 36 milliards. En livres, pour acquérir les connaissances, 1 milliard à peine. Avec quoi est-ce que nous allons développer l'Afrique? Merci. Voilà, on va faire le tour. Faux âge, faux diplôme, Aristide Monod. Conséquences sur le plan politique. Ça peut indiquer quoi? Il y a une conséquence positive, il y a une conséquence négative. Je commencerai par la conséquence positive. Cela permet de contenter d'une manière ou d'une autre une population qui a du mal à pouvoir passer par des moyens normaux pour obtenir un diplôme, obtenir une identité, une carte nationale d'identité, obtenir tout simplement une pièce officielle. Et je pense que cela a été bien pensé pour maîtriser, contenir la fougue de la masse. On essaye de laisser le faux prospérer. Vous vous souvenez de cette théorie du gruyère d'arachide qui permet en fait à tout un chacun de manger les arachides à son petit niveau et le grand mangeur, il est tranquille. Donc vous faites votre petit foie en bas, je fais également le mien en haut et ça régule la tension sociale. Comme je le disais tout à l'heure, si on engage par exemple un audit effectif dans les universités, pas au niveau des structures étatiques, si on va même à la source, vous allez vous rendre compte que les oppositions vont naître rapidement et gare à celui qui prendra cette responsabilité d'assumer la présidence d'une telle commission. Je suis convaincu qu'il fera face à beaucoup de pression, il pourra même être liquidé parce qu'on sait bel et bien que si on commence par le bas, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de têtes qui seront liquidées. Alors on préfère laisser prospérer cet état de choses pour réguler la tension sociale, éviter en fait les frasques. Deuxième conséquence positive, c'est que cela met l'État à l'abri d'un bon nombre de pressions. Donc c'est comme la corruption. On permet à ceux qui ont par exemple des salaires pas du tout consistants de pouvoir puiser à gauche et à droite
et ça permet qu'il n'y ait pas de mouvements sociaux, qu'il n'y ait pas de contestation sociale. Maintenant, l'impact négatif, c'est la rentabilité des personnes qui revendiquent des compétences dont ils ne disposent pas. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec, je prends par exemple le cas de l'enseignement, vous vous retrouvez avec des individus qui ont fait comprendre à l'État qu'ils avaient des compétences peut-être pour enseigner telle discipline, mais au demeurant, on se retrouve avec la sous-traitance de l'enseignement à ceux qui sont compétents, mais qui sont dans des zones offshore. C'est-à-dire qu'on part maintenant puiser peut-être un chargé, un doctorant, pour dispenser le cours que devrait normalement, ou on sous-traite par exemple la production des articles, parce qu'il y a des enseignants, professeurs qui achètent les articles auprès de leurs étudiants. Maintenant, au niveau de l'administration, vous voyez par exemple, lorsqu'on parle de certains mécanismes, on parle par exemple du budget programme, on vous fait comprendre qu'il y a des individus qui disent ou qui revendiquent des gros diplômes et qui ne comprennent pas ce qu'on entend par budget programme. Et l'État ne peut que subir les frasques d'une telle incompétence. Ils sont obligés d'aller au quartier avec des dossiers, aller d'abord expliquer. Maintenant, lorsqu'on leur demande de passer à l'Assemblée nationale, expliquer qu'il n'y a pas de conseiller technique, qu'il n'y a pas de petit réseau de quartier, quelqu'un commence à vous dire que pour mesurer l'impact du tribalisme dans un pays, il faut savoir si les gens, avant de prendre un taxi, demandent d'abord au taximan quelle est son ethnie, quelle est sa tribu. Vous pensez que c'est un raisonnement tenable, mais c'est un raisonnement d'un ministre, d'un professeur. Voilà, merci. Sa Majesté Ondondon, pour vous, c'est vos âges, faux diplômes, un impact sur le plan politique? Un impact réel parce que quelqu'un l'a évoqué peut-être dans les coulisses lorsque nous avons eu une minute de pause. L'impact, c'est que ça peut dénaturer la vie politique. Or, lorsque nous nous lançons en politique, c'est pour faire la promotion des valeurs éthiques et morales. Il faut que le monde, les politiciens, n'est-ce pas, soient des gens imbus d'un certain nombre de valeurs, qui promeuvent un certain nombre de valeurs. Et que nous devons être dans une société, dans une république, où c'est la promotion, n'est-ce pas, de la propriété, c'est l'assainissement des mœurs, c'est l'assainissement, n'est-ce pas, des comportements antisociaux et des dépravations. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais je crois que le BUNEC a beaucoup de travail. Le Bureau national de l'état civil a beaucoup de travail parce que comme tout commence par les âges, les faux âges, il faudrait que le BUNEC soit beaucoup plus efficace, que le BUNEC soit beaucoup plus reparti sur le plan territorial. Il faut qu'il y ait un maillage territorial assez important et il faut faire comprendre aux Camerounais, et je l'ai dit à l'entame de mon propos, je préfère, n'est-ce pas, le rappeler, le président Paul Biya, il le disait en 1983, rappelez-vous, chers jeunes, aussi bien à l'échelle individuelle que collective, rien de grand dans ce monde ne peut se faire sans une certaine ascèse, sans un certain dépassement, sans renoncement à soi-même. Battez-vous, mais battez-vous avec les armes légales. Ok, voilà. Serge Mbikoy, vous également, rapidement. Oui. Parce qu'on va suivre le maire sur autre chose. Les municipales, c'est ça? Ah bon? Oui, allez-y. D'accord, je pense manifestement que ce circuit de faux et d'usage du faux à travers la traque de près de 1000 faux diplômes entraîne une incidence politique en termes de construction d'un ensemble de situations visant davantage à faire prospérer le mal. Parce que aujourd'hui on parle justement de ces milliers de cas de faux diplômes, mais conséquemment, il devrait y avoir des actions qui devraient suivre. Parce que ces cas de faux diplômes n'ont pas été créés ex nihilo. J'imagine qu'il y a un grand réseau d'entretien de ces faux diplômes-là. Il faut aujourd'hui que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense puisse justement travailler, à mener des investigations approfondies de manière à pouvoir traquer jusqu'au dernier retranchement l'ensemble des réseaux qui ont participé à la construction de ces faux diplômes. Parce que ces éléments qui sont aujourd'hui considérés comme une espèce de dindon de la farce ne sont pas les seuls. Derrière ces dindons de la farce, il y a les gros bonnets qui ont participé justement à ce que ces faux diplômes soient justement positionnés à tel endroit ou bien à tel autre. Il faut donc démanteler
ces circuits de la fabrication, ces circuits ayant permis justement que ces diplômes ne soient pas authentifiés, ne soient pas vérifiés dès le départ. Ça, c'est le premier impact politique auquel on peut justement s'attendre. Deuxièmement, il faut également mesurer ici des risques qui peuvent se produire justement dans l'espace social. Nous sommes aujourd'hui en face de près d'un millier de cas qui sont confrontés à cela. Est-ce qu'on va pouvoir davantage savoir gérer conséquemment les différentes incidences qui peuvent se produire, notamment en termes de production des cas de délinquance, de banditisme, de frustration personnelle. Parce que aujourd'hui, c'est elle qui est frustrée parce qu'ayant été justement traquée, ça entraîne son lot de honte, de frustration, d'angoisse existentielle, de dépression permanente, de soucis psychologiques. Il faut également que l'on puisse voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut justement gérer des situations psychosociales de ces derniers. Parce que c'est vrai, là on est face à une pesanteur que l'on ne maîtrise pas. Mais à long terme, ça peut entraîner des conséquences sociales sur le plan justement de la production des scénarios de criminalité urbaine, d'agression, de délinquance entre autres. Donc faisons attention. Et enfin, il faut également dire qu'il faut savoir tirer les leçons de ce qui se passe. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on parle de ce problème, mais le problème reste demeure. Vous avez relevé des cas qui se sont produits en 2009, en 2012, en 2013, entre autres. Ça montre que le problème existe depuis des années. Et alors là, on n'a pas encore trouvé la thérapie ou bien l'équation idoine de résolution des cas de faux diplômes. On ne pourra même pas parce que chaque fois qu'on va voir, on va toujours présenter des mécanismes coercitifs de traque des faux diplômes. Il y aura toujours des acteurs qui vont travailler de façon stratégique pour contourner justement la norme sociale. Oui. Et c'est pour cela que l'État, les différents acteurs gouvernementaux doivent rester en éveil permanent de manière que l'on puisse justement continuer à traquer ces diplômes. Parce que dans l'ensemble des strates administratives, ce problème demeure et est entretenu par un ensemble de responsables qui sont cachés, qui sont tapis dans l'ombre, comme qui dirait, et véritablement, vivement que cela se fasse de façon régulière, afin que, même si l'on ne peut pas éradiquer, que l'on puisse au moins réduire la proportion de ces cas de faux et d'usage de faux. Voilà, Saint-Éloi Bidon, un phénomène, on va dire, véritablement inquiétant. Hein? Très, très, très inquiétant. Un peu trop inquiétant. Pourquoi? Parce que je publie une tribune demain. Le titre de la tribune, c'est « Coup d'État scientifique ». Il se profile et il se peaufine. Voilà des éléments qui viennent tomber dans la corbeille et qui me confortent dans cette thèse du coup d'État scientifique. Le coup d'État scientifique, il est différent du coup d'État militaire. Oui. Parce que quand on entend coup d'État, on voit l'armée. Mais c'est une construction d'intellectuels et d'intelligence mise au service du mal pour mettre en déroute un régime établi. Et ces gens ont des méthodes qui sont telles que on augmente les produits de première nécessité, on rationne l'eau, on rationne le courant. Bref, on essaie de réunir, créer des pénuries fictives de maquereaux, de gaz, essayer de réunir un certain nombre d'éléments qui vont amener les Camerounais à se retourner contre l'ordre établi. Parce que quand il s'agit de ça, quand les produits de première nécessité sont atteints, il n'y a plus de parti politique. Il n'y a pas un prix du haricot au marché pour les militants du RDPC et un prix pour les autres. Donc tout le monde est solidaire de ce que le mal-vivre a gagné du terrain. Et maintenant, ces gens sont tellement vicieux et que j'ai ajouté à cette tribune-là, et c'est arrivé à propos, la révocation, parce qu'on sera aux environs de 3000, hein, parce que la police aussi va éplucher. On sera environ à 3000 Camerounais formés et bien formés qu'on met dans la rue. Et quel est le crime qu'ils ont commis? Moi,
les statistiques que je détiens démontrent qu'il y a plus de faux âges que de faux diplômes. Donc, et quand vous avez dans un pays des intellectuels, parce que quand quelqu'un a une maîtrise, il est déjà un intellectuel, vient concourir avec quelqu'un qui n'a pas franchi le cap du 3e pour discuter la même chose. Vous comprenez que tous ces gars, j'étais dans la rue. Imaginez donc un scénario. Ceux qui sont venus de Bamenda, qui étaient en formation, par exemple au CIFAM, et qui rentrent massivement, vous pensez que ça va se passer comment? Merci. C'est des proies pour les Zimbabwe. Et puis, ça va faire mal. Je crois qu'il faut essayer de réfléchir encore par une fois pour trouver quelque chose qui pourrait garantir un emploi possible aux Camerounais qui ne sont pas allés à l'école. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci à vous, docteur Mono, d'être venu. Merci à vous, Sa Majesté. Merci, Serge Bikoy, merci d'être venu. Une fois de plus, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Rendez-vous demain à partir de 19h. Bonsoir, Nomayos.